Au nom de la plateforme ELSA, je vous souhaite la bienvenue pour cette réunion thématique. L'intitulé de cette réunion thématique est VIH-Sida, comment développer une approche SSR dans nos actions. Donc, je passe sans plus attendre la main à Nina Dapam. Nina, à toi. Bonjour, merci. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence et votre participation. Je suis Nina Dapam, médecin responsable de la prise en charge médicale à Espoir Vie Togo. J'ai l'honneur de vous accueillir à cette réunion thématique, une fois encore organisée pour nous par la plateforme ELSA. Les réunions thématiques qui sont organisées par la plateforme ELSA ont pour objectif de nous offrir un espace d'échange et sont ouvertes à toutes les associations du réseau de la plateforme ELSA, c'est-à-dire les associations membres de SIDAction, Solstice, Planning familial, Solidarité SIDA, ainsi que toutes les associations partenaires africaines francophones. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui pour échanger ensemble sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Je vous en remercie. Le thème de notre rencontre du jour, comme déjà énoncé, c'est comment développer une approche globale de la santé sexuelle et reproductive dans nos associations. Nous pouvons relever que la quasi-totalité des associations de lutte contre le VIH-Sida présentes à cette réunion a intégré dans ses offres de services des activités en lien avec la santé sexuelle et de reproduction, parce que lorsqu'il s'agit de VIH, on ne pourra parler de prise en charge globale que si les besoins en nécessaires sont identifiés et comblés. Les différentes interventions souvent offertes par nos associations sont le dépistage, la prise en charge et la prévention des IST, le dépistage précoce des lésions précancéreuses du col de l'utérus, la planification familiale dans ses volets contraception et gestion des désirs de conception. Pour ce faire, des activités développées sont variées et diverses. Il y a donc lieu de voir comment mener les activités pour qu'elles s'intègrent parfaitement dans le suivi, répondent exactement aux besoins de notre file active et s'adaptent lorsque les contextes changent, comme actuellement nous sommes dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19. Ces activités concernent à la fois les populations générales, les populations clés, les jeunes et les adolescents pour qui les besoins ne sont pas suffisamment pris en compte. En somme, il reste des défis et enjeux à cette approche intégrée et aujourd'hui, nous allons échanger sur certaines stratégies et approches développées par des associations sœurs. Pour notre échange du jour, voici comment nous vous proposons d'échanger avec Anthony Bélanger, en charge de l'animation de cette réunion et qui est journaliste à France Inter. Merci Nina d'avoir introduit un peu cet entretien. C'est 1h30 d'entretien et d'échange qu'on doit avoir ensemble sur cette question globale, que je relis encore une fois, comment développer une approche globale de la santé sexuelle et reproductive. Je m'appelle donc Anthony Bélanger, je suis effectivement journaliste, commentateur, spécialiste des questions internationales sur France Inter notamment, et aussi sur BFM TV. Je voulais juste vous aborder une chose très simple avec vous. Je ne vais pas jouer les spécialistes du sida. Ça, c'est des choses que vous êtes, que je ne suis pas. Par contre, un commentateur, ça oui, je le suis. Et en regardant un tout petit peu les informations à droite à gauche, j'ai été très étonné de 2-3 points. La première chose, c'est l'énormité
le chiffre énorme du nombre de personnes qui continuent à s'infecter du VIH dans le monde. Je notais qu'en 2019, près de 1 700 000 personnes, c'était de nouvelles infections, avaient été déclarées ou trouvées dans le monde, ce qui me semble un chiffre absolument énorme, et que, en fait, sur les 38 millions de personnes qui aujourd'hui dans le monde disent avec le VIH, 5 millions se trouvent en Afrique de l'Ouest et centrale, ce qui me semble aujourd'hui énorme. Ce qui me semble aussi énorme, c'est effectivement le nombre de jeunes filles qui sont nouvellement infectées et surtout le peu d'accès que la plupart d'entre elles, adolescents, enfants ou jeunes femmes, ont au traitement antirétroviraux. Je vous dis pourquoi ça m'étonne, parce que je pensais les antirétroviraux datent des années 90, de la fin des années 90, de 97 environ, de 98 pour l'Europe occidentale et le monde occidental. Et je pensais le problème réglé, l'accès à ces antirétroviraux réglé. Et je vois qu'il y a encore de lourds et de longs combats à mener. Oui, ce n'est pas si surprenant que ça. Parce qu'en Afrique, en réalité, l'information ne va pas vraiment à tout le monde. Il y a une partie de la population qui continue d'être sous-informée par rapport au phénomène du VIH-Sida. Et malgré les sensibilisations qu'on fait sur le terrain et malgré toutes les actions qui sont posées, il y en a qui continuent également de ne pas y croire. Et le fait de ne pas croire peut emmener à ne pas se protéger. Et donc, du coup, c'est normal que le taux d'infection grimpe d'année en année. Et ça, vous le constatez, vous, sur le terrain, au Bénin? Oui, sur le terrain au Bénin, on peut constater aisément qu'il y a encore un certain déni de la maladie. Même si de plus en plus les gens acceptent que le sida est une maladie qui existe, mais la plupart du temps, surtout au niveau de la couche de la population la plus jeune, les précautions ne sont pas prises pour se protéger et pour ne pas s'infecter. Alors ça, c'est une chose qu'on retrouve aussi chez les jeunes occidentaux, hein, le fait que ça fait... Mais c'est là en fait l'excès inverse. C'est le fait que depuis 20 ans, le sida semble devenu une maladie chronique dans le monde occidental qui fait que de moins en moins de jeunes se protègent. Est-ce que vous avez aussi ce même type de problème? Et surtout, j'aimerais bien que vous nous parliez de ces groupes qui sont les plus rétifs à l'information, mais sur le terrain. Les plus rétifs soit à admettre qu'il y a une épidémie, soit à s'informer sur le terrain que vous connaissez bien au Bénin même. Au Bénin, les groupes les plus rétifs, comme vous le dites, sont le groupe des adolescents. Et quand on quitte un peu la zone urbaine et qu'on va de plus en plus dans les zones rurales, il faut dire qu'il n'y a pas déjà l'information. Les gens ne sont pas vraiment au fait de l'existence des maladies, particulièrement le sida, même s'ils en entendent parler. Ils ne savent pas exactement ce que ça signifie. Ils ne savent pas comment ça se manifeste quand on a cette maladie, comment on peut s'infecter. Et c'est pourquoi, au niveau de l'ONG Racine, on est de plus en plus en train d'aller dans les zones rurales pour porter l'information et aider les gens d'abord à avoir l'information, ensuite à se dépister à moindre coût, et puis ensuite, quand la personne est infectée, l'aider pour avoir accès aux ARV. Ok, je vais vous laisser maintenant faire votre introduction, si vous le permettez. Je vous poserai des questions après. J'ai donc le plaisir de partager avec vous notre expérience à SSR au sein de nos programmes de lutte contre le sida. Je vais commencer en vous présentant Racine. Donc, Racine, c'est Recherche Action Communautaire, Initiative pour un Nouvel Espoir. Et c'est une ONG béninoise créée en 1999 et qui est spécialisée dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle a commencé ses activités depuis 2002 à Cotonou, puis en 2006 à Savalou, à travers l'ouverture des centres ADIS. Et les services offerts par les centres ADIS vont du counseling pré- et post-test au dépistage en poste fixe et en stratégie avancée, mais également à la prise en charge intégrée et globale du PV-VIH. Racine a décidé d'intégrer les SSR dans ses programmes de lutte contre le sida suite à deux constats principaux. Le premier, c'est qu'au niveau de la population générale, c'est-à-dire au niveau du centre ADIS de Cotonou,
la nécessité se faisait sentir de mettre en place un projet de PTME et d'offre de services en SSR au profit des femmes enceintes séropositives suivies par Racine et qui étaient référées vers d'autres centres pour leur prise en charge, évidemment, parce que Racine n'avait pas le nécessaire, c'est-à-dire le plateau technique, financier et humain pour faire un suivi approprié de ces femmes-là. Et en ce qui concerne la population jeune, donc au niveau du centre A10 de Savalou, il y avait eu de nombreuses plaintes provenant des parents PVVIH et VIH et à risque de leur progéniture. Et donc, sur la base de ces constats, Racine a décidé d'inclure dans ses programmes de lutte contre le sida le volet SSR. Et pour cela, nous allons voir un peu les différentes étapes qui ont conduit à l'intégration de ces projets-là, du volet SSR dans nos projets de lutte contre le sida. Pour ce qui est de la population générale, c'est-à-dire A10 Cotonou, Racine a saisi l'opportunité de financement de grandir. Et ce financement lui a permis depuis 7 ans de mettre en œuvre le projet PTME et prise en charge globale des enfants et adolescents infectés et affectés par le VIH. C'est donc un projet qui condense la PTME à la SSR au profit des enfants, des adolescents et des femmes enceintes. Par contre, à Savalou, faute de financement, les premières années, Racine se contentait de faire des séances de sensibilisation à l'endroit des adolescents et des jeunes. Et puis, quand il y avait nécessité de référer ou bien de prise en charge, on les référait vers des centres adéquats, c'est-à-dire les centres de Amour et Vie, de ABMS PSI ou bien le centre ABPF. Et après, Racine a eu l'opportunité de contractualiser avec Solcid et ça nous permet maintenant de mettre à disposition des adolescents et des jeunes à Savalou tout le nécessaire en santé sexuelle et reproductive. Après ces 2 étapes, Racine a senti la nécessité d'intégrer dans son plan stratégique sa volonté en matière de lutte contre le VIH-Sida, de combiner à tout ce qui était déjà fait des activités en santé de reproduction, ainsi que le traitement des IST, le planning familial et l'amélioration des compétences des adolescents et jeunes sur la SSR. Nos perspectives pour les années à venir sont d'améliorer l'accès aux services intégrés de VIH-Sida et de SSR pour les populations éloignées ou enclavées au travers des stratégies avancées, d'apporter un plus grand soutien à la double protection afin de lutter contre les grossesses et les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH pour ceux qui en ont besoin, particulièrement les adolescents, et d'utiliser de plus en plus les réseaux sociaux pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation en SSR avec les jeunes, et enfin d'associer les parents au groupe de parole afin de susciter le dialogue parents-enfants sur la SSR qui continue de demeurer un sujet tabou en Afrique, particulièrement au Bénin. Donc, je vais vous repasser la parole, Anthony, pour recueillir les questions et merci d'avoir suivi ma brève présentation. Merci beaucoup. Non, c'était passionnant. C'était d'autant plus passionnant que vous êtes une actrice de terrain. Enfin, votre association Racine est une actrice de terrain et moi, j'ai plein de questions à vous poser parce que quand on voit de l'extérieur, effectivement, on peut être effrayé par les chiffres, mais on a aussi des questions à vous poser. J'ai une première question qui me vient à l'esprit. Tout le monde entier vit en ce moment une pandémie. A priori, on ne connaissait pas, on n'avait plus connu en Occident des pandémies comme celle-là, celle de la Covid-19. Je sais que l'Afrique est, a priori, en termes de chiffres, moins touchée que le reste du monde par cette pandémie de Covid-19, probablement parce que sa population est beaucoup plus jeune et donc moins touchée par nature par cette pandémie. Je voulais vous poser une question très simple. Est-ce qu'a priori, ça ne vous a pas rendu un certain service, cette pandémie? Parce que si le monde entier aujourd'hui parle d'épidémie, est-ce qu'au fond, ce n'est pas pour vous un moyen d'approcher des populations que vous auriez eu plus de mal à approcher sur des questions sexuelles en les approchant par le biais d'une pandémie vécue par le monde entier? Est-ce que ce n'est pas une sorte vous savez comment dire, de bonheur déguisé? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ça ne vous a pas un peu aidé à approcher des populations que vous n'auriez pas touchées par ailleurs? Bon, je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non non plus parce que il y a eu le confinement aussi au Bénin. Et donc, du coup, ça n'a pas été facile de mener déjà les activités qu'on faisait au quotidien. Donc, on a dû trouver des stratégies pour continuer par garder contact avec nos cibles, avec la population.
Et par contre, quand on a eu le déconfinement et qu'on a commencé par aller au niveau rencontrer les populations, on a constaté la même chose, c'est qu'il y avait un déni de la maladie, du Covid. Ici, en Afrique, on dit que c'est la maladie des Blancs. C'est ce qui se dit. Et on pense qu'en tant qu'Africains, on est immunisé contre cette sorte de maladie-là. Et ce qu'on entend souvent dans la population, c'est que c'est parce qu'en Europe, il y a le froid et que la maladie se propage rapidement. Donc ici, parce qu'il y a le soleil, ben, on est immunisé parce qu'on pense que le soleil est capable de tuer le virus du Covid. Donc, ce n'était pas, je ne dirais pas que c'était vraiment une opportunité, c'est-à-dire un bonheur, comme vous le dites, d'aller vers les populations. Ça n'a pas vraiment été une occasion pour aller beaucoup plus vers les populations. C'était une question idiote, c'est normal, mais je voulais absolument vous la poser. Il y a une autre chose qui m'intéresse. Vous disiez vous-même que, par exemple, le dialogue entre parents et enfants est encore une chose très taboue. Oui. Or, ça semble être une clé pour entrer sur les problèmes sexuels. Comment est-ce que vous faites concrètement pour faire dialoguer des parents et des enfants qui peut-être n'ont jamais parlé de sexualité? Comment ça se passe? Comment on fait? On met les deux dans une pièce? Comment ça se passe concrètement? Déjà, comme je l'ai dit tantôt, la sexualité continue de demeurer un sujet tabou au niveau de l'Afrique et particulièrement au Bénin. Donc, la stratégie de Racine, c'est d'avoir des mères mentors, c'est-à-dire des parents mentors. Et ces parents mentors, on les choisit parmi les leaders dans nos zones d'intervention. Donc, avec l'aide des élus locaux, on choisit des femmes leaders, des femmes qui, peut-être par leur leadership, ont quand même une certaine voix. Parce que déjà, en Afrique, la femme n'a pas le droit de parler et ça continue encore dans nos communautés. Mais si ces femmes-là ont un certain leadership dans leur milieu, on passe par elles. Donc, on a formé un groupe de parents leaders, donc composé de femmes et d'hommes leaders. Et on les forme, on leur donne des formations sur tout ce qui a trait à la SSR. Et en plus de ces parents leaders, quand on finit de les former, maintenant, on fait un suivi de ce groupe de parents leaders. Et c'est eux qui sont chargés d'organiser des séances de sensibilisation avec leurs pairs dans les milieux où ils sont. Et au cours de ces séances de sensibilisation, ils essaient de démystifier un peu le sexe comme sujet tabou. Et ensuite, ils donnent des astuces aux parents pour parler de la sexualité avec leur progéniture. Et déjà, ils essayent de faire comprendre aux parents qu'il ne faut pas forcément être dans une relation de chef d'autorité avec leurs enfants, mais qu'ils doivent pouvoir dialoguer avec les enfants, pouvoir prendre l'avis de leurs enfants, écouter les enfants, leur demander souvent qu'est-ce qu'ils veulent ou bien qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Donc, être à l'écoute de l'enfant pour mieux l'accompagner. Donc, c'est un peu la stratégie que nous utilisons à Racine pour instaurer le dialogue parents-enfants. Ça me paraît très bien, ça me paraît très intéressant. Je voulais juste rebondir sur une chose que vous avez dite, c'est pourquoi est-ce que ce serait vous avez parlé d'un sujet tabou, particulièrement au Bénin. Qu'est-ce qui se passe au Bénin pour que les sujets soient particulièrement tabous? C'est plus qu'au Ghana, plus qu'au Togo, plus qu'en Côte d'Ivoire. Quel est le problème? Non, je ne pense pas que j'ai dit particulièrement pour l'Afrique. Voilà. En Afrique, de façon particulière, oui. Ce n'est pas qu'au Bénin, c'est plus particulier qu'ailleurs. Non, il n'y a pas de... Non. La culture africaine, nos us et coutumes sont de sorte que l'enfant a du mal à aller vers ses parents pour parler de certaines choses, surtout de la sexualité. Parce qu'un enfant qui se met à parler de la sexualité, automatiquement, les parents ont comme l'impression que c'est un enfant qui est entre griffes gâté, c'est-à-dire un enfant qui est déjà en train de prendre un chemin de délinquance ou un enfant qui a des déviances.
Ah, Voilà. je comprends. Alors, justement, c'est ça que je voudrais voir avec vous, parce que l'Afrique, moi, comme journaliste, j'en parle depuis 30 ans, je connais un peu l'Afrique, et Oui. ce que vous me dites là, j'ai l'impression de connaître ça depuis 30 ans. Euh, j'ai- Ça m'étonne quand même qu'un continent aussi jeune n'ait pas changé. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quand même, vous avez l'impression qu'il y a quand même de gros progrès? Est-ce que la génération de jeunes dont vous avez à vous occuper est mieux informée ou est-ce qu'elle est plus à l'écoute? Qu'est-ce qui a changé en fait en 20-30 ans? Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que votre travail est plus aisé? Euh, Est-ce que vous avez une meilleure écoute? oui, Donnez-nous un peu d'espoir. oui, je pense que le travail les choses ont un peu changé, surtout avec la nouvelle génération. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont changé beaucoup de choses dans la perception des jeunes et ils sont beaucoup plus informés, c'est vrai. L'information passe entre eux. D'ailleurs, nous utilisons la stratégie des pairs éducateurs au niveau de Racine pour passer les informations en SSR. Donc, pour en revenir à votre question, les choses ont beaucoup plus évolué. Les jeunes d'aujourd'hui, comme je le disais, ont accès à la télévision, aux réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, et du coup, ils sont plus à même de s'informer par eux-mêmes. Donc, ils n'hésitent pas à chercher l'information où il faut. Et ça fait qu'il y a plus d'ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui est quand même tout ce qui est relatif à la sexualité. Donc, vraiment, il y a une avancée. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas comme en notre temps ou au temps de nos parents. Les choses ont beaucoup plus évolué. Et quand on fait, par exemple, les groupes de parole, on voit que les enfants ils posent plus librement des questions. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus en milieu urbain. Quand on va dans les zones rurales, il y a encore toujours, au niveau même des adolescents et des jeunes, cette réticence à parler de la sexualité, de peur d'être stigmatisé ou bien d'être catégorisé comme quelqu'un qui n'a pas reçu une bonne éducation ou bien qui est en train de vouloir dévier. Ok, alors donc on va essayer justement de passer des villes où je comprends bien que les jeunes sont mieux éduqués et aussi donc ont accès aux réseaux sociaux à la campagne, où on va parler de stratégie globale. Quand vous devez aborder, parce que vous comprenez, j'imagine que vous arrivez sur des terrains où effectivement les tabous sont très forts, où l'information est moins importante. Justement, quelle stratégie, hormis évidemment les femmes leaders ou les hommes leaders qui peuvent aborder les questions, est-ce que vous, parce que le sida, c'est une terrible annonce. Quand on dit à quelqu'un, ben voilà, vous êtes testé positif, il va falloir que vous preniez des médicaments pour le restant de vos jours, c'est une terrible annonce. Mais en même temps, c'est aussi de votre part la promesse d'un soin. Comment fait-on pour amener ces populations moins bien informées, moins éduquées, vers Est-ce qu'il y a justement au sein de vos centres à l'extérieur des villes, dans les zones rurales, une approche globale spécifique? Est-ce que vous abordez d'abord les problèmes de sexualité? Est-ce que vous allez voir dans les écoles? Est-ce que vous allez faire un tour d'abord auprès des leaders? Comment ça se passe concrètement? D'accord. Dans les zones rurales, particulièrement à Savalou, où nous avons un siège, Racine est en partenariat avec les différentes écoles, les collèges particulièrement, puisque c'est là où on retrouve beaucoup plus les jeunes de la tranche d'âge de 14 à 25 ans. Puisque au niveau de la SSR, c'est cette tranche d'âge que nous adressons. Donc, nous sommes en partenariat avec les collèges et aussi avec les ateliers, c'est-à-dire là où il y a la formation informelle. Donc, nous entrons en partenariat avec les ateliers et les collèges et nous déroulons certaines activités avec eux. Bon, au niveau des ateliers et des collèges, nous avons comme activité, par exemple, les groupes de parole. Et les groupes de parole servent, par exemple, à discuter des thèmes, de thèmes spécifiques relatifs à la SSR avec les jeunes. Bon, pour un groupe de parole, par exemple, nous pouvons décider de parler des infections sexuellement transmissibles. Et à part les groupes de parole, nous avons également des activités de projection de films. Nous nous déplaçons avec tout notre matériel
pour aller dans les collèges ou alors dans les ateliers au niveau des arrondissements pour projeter des films relatifs à la SSR. Vous voyez? Et à part ça, nous avons des dépistages en stratégie avancée que nous offrons. Donc, nous nous déplaçons avec le personnel et tout le matériel nécessaire et nous allons dans les zones vraiment reculées pour offrir la possibilité aux populations de connaître leur statut sérologique. Alors, et à part ces activités, nous avons un groupe WhatsApp pour les adolescents et les jeunes élèves. Oui. Et donc, dans ce groupe WhatsApp, nous discutons souvent avec les jeunes de thématiques relatives à la SSR et ils ont la possibilité de poser les questions ou bien de poser les difficultés et les problèmes qui sont les leurs. Et en tant que professionnels, nous leur répondons au cas par cas. Nous avons également un service de SMS et par semaine, nous envoyons des SMS pour maintenir un certain état de veille au niveau des adolescents et des jeunes par rapport à tout ce qui touche la sexualité. Donc, Racine a beaucoup d'activités qu'elle mène sur le terrain dans les zones rurales, les zones enclavées, pour que les populations aient accès non seulement à l'information, mais qu'elles puissent aussi bénéficier de certains services. Et par exemple, on a un service de planification familiale où les jeunes filles sont libres de venir pour se mettre sous une méthode contraceptive de leur choix. Et c'est gratuit. De même, on a une infirmerie où ils peuvent venir quand ils ont, par exemple, quand ils souffrent d'IST, ils viennent et puis l'infirmière les consulte et met à leur disposition gratuitement les médicaments nécessaires. Alors, c'est un peu ce que nous faisons dans les zones enclavées. J'ai juste deux petites questions et après je passe la parole à Kofi Edem Dzossi. Je voulais vous demander, première petite question, est-ce que ces groupes de parole que vous organisez dans les collèges, dans les lycées, ce sont des groupes de parole mixtes, filles, garçons ou séparés? Voilà, ça peut être aussi une stratégie. Hein. Et est-ce que pour vous c'est important, si oui, si ce sont des groupes mixtes, est-ce que c'est important que ce le soit? Oui, ce sont des groupes mixtes. Les groupes de parole sont faits autant avec les filles que les garçons ensemble. Et nous faisons ça, c'est important pour nous de ne pas séparer. Parce qu'en séparant, c'est comme si on continue d'empêcher… perpétuer les connaissances des uns et la méconnaissance de leurs… Les inégalités, oui. C'est ça, voilà. Donc, en mettant ensemble aussi bien les garçons que les filles, on leur donne l'opportunité de s'exprimer et ça permet aux filles d'apprendre aussi à avoir plus confiance en elles, à ne pas avoir peur de s'exprimer parce que souvent, elles ne veulent pas dire oui, mais… Pardon, elles veulent dire non, mais elles disent oui parce qu'elles ont peur de s'exprimer et de tenir tête aux garçons. Donc, c'est un creuset au travers duquel on leur donne certaines compétences pour apprendre à s'affirmer. Et puis, quand il y a un garçon et une fille, quand les garçons et les filles sont ensemble, les filles se rendent compte que les garçons sont beaucoup moins effrayants et un peu stupides, surtout les ados. Petite chose que je voulais vous demander, les films que vous donnez, que vous montrez, ce sont des films en français ou ce sont des films dans des langues locales dans les langues locales qui permettent aux adolescents d'être plus en prise en fait avec leur culture? C'est une très bonne question. En fait, avec les élèves, les films sont en français. Mais quand nous allons, par exemple, dans les ateliers, dans les zones rurales, c'est des films qui sont en langue que nous projetons. Parce que dans les ateliers, les apprentis ne comprennent pas forcément le français. Avec les élèves, c'est des films en français, mais dans les arrondissements, c'est des films en langue. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions. Merci pour cette intervention qui était passionnante. Bon, dès qu'on parle du terrain, moi, je suis ravi. Je voulais maintenant passer la parole à Kofi Edem Dzossi, qui travaille pour l'association ATBEF au Togo, et lui laisser le temps d'intervenir et de nous expliquer quelle est sa stratégie globale et surtout la façon dont il appréhende ces problèmes. Donc, nous passons du Bénin au Togo. Pas très loin, mais nous y passons tout de même. Merci. Je suis Kofi Edem. Comme vous le savez déjà, je suis
expert en microbiologie médicale. Je suis le responsable de l'unité de recherche et de suivi-évaluation de l'ATBF. L'ATBF, c'est une association togolaise pour le bien-être familial, une association membre de l'IPPF, qui est la Fédération internationale pour la planification familiale. Et donc, au Togo, nous travaillons avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant et beaucoup plus avec la société civile de lutte contre le VIH et des organisations des organisations intervenant dans la SRPF. Et donc, par rapport à la thématique de ce soir, nous avons mis en œuvre un projet du nom de Offre de services intégrés de SRPF et de VIH avec le financement de la GIZ. Et je vais partager l'expérience avec vous tout à l'heure. Merci beaucoup de suivre. Et voilà, ce que vous voyez devant vous, c'est l'aperçu sur l'ATBF. L'ATBF est une association qui est créée depuis 1975 et est reconnue officiellement en 1976. Et à partir de 1980, est devenue membre à part entière de la Fédération internationale pour la planification familiale. Et dans la foulée, chaque 3-4 ans, une accréditation est réalisée et un certificat est octroyé aux structures qui méritent de continuer à travailler dans le domaine de la planification familiale et de la SR spécifiquement. Et donc, les certificats proposés d'accréditation ont été reçus par ATBF à chaque occasion, jusqu'à la toute dernière qui a été reçue en 2020, au début d'année 2020. Et donc, voilà à peu près l'ATBF. Nous évoluons dans la santé de reproduction, plus précisément dans la planification familiale. Mais depuis aux alentours des années 2000, donc il y a 20 ans de cela, nous sommes beaucoup plus ancrés dans les services intégrés, spécifiquement avec les services de VIH, en termes de counseling, en termes de tests et en termes de prise en charge. Nous sommes présents sur tout le territoire national avec des antennes dans les différentes régions au Togo. Et nous avons plus de 500 volontaires et 150 staffs et beaucoup d'agents de santé, des agents de santé communautaires, près de 800, qui travaillent avec nous. Et nous avons aussi des cliniques mobiles qui nous aident à toucher les populations qui sont très loin des formations sanitaires. Ce soir, je vous présente l'expérience de l'intégration des services de VIH et de santé de reproduction et PF. À la recommandation, donc, pendant l'évaluation des OMD, pour passer aux ODD, il y a eu la recommandation de renforcer les services de santé des différents pays. Et donc, le Togo l'a épousé et a choisi d'avancer avec l'intégration des services pour pouvoir globaliser les efforts que nous mettons en place pour le bien-être de nos populations sur le plan sanitaire. Et avec la restriction des différents projets Fonds mondial que nous avons connus entre-temps, les actions sont beaucoup plus orientées sur le VIH, mais les actions concernant la santé de reproduction et surtout la PF n'étaient pas très prises en compte. Mais aujourd'hui, je crois que c'est chose faite. Beaucoup d'organisations de la société civile qui offrent les services dans le domaine de VIH épousent aussi la santé de reproduction, spécialement la PF, pour pouvoir rendre intégrés et globaliser donc les efforts en termes d'offre de services. Et donc, on a constaté que chaque programme fait sa gestion de façon unilatérale. Et le VIH fait sa gestion à part, la santé de la mère et de l'enfant fait sa gestion à part. Et ce constat a amené le Togo à adhérer à cette politique d'intégration des services. Et pour y aller, on a réalisé une analyse situationnelle d'envergure nationale. Et il y a eu des insuffisances de compétences des prestataires, des formations sanitaires, et aussi dans le circuit du client favorisant la discrimination des patients, des clients qui viennent dans les formations sanitaires pour le VIH-Sida. Et donc, au vu de ces différents gaps,
un comité est mis en place dans le pays sous la responsabilité du ministère de la Santé, regroupant donc les acteurs du VIH et les acteurs de la planification familiale. Et donc, par rapport à cela, un appel à projet a été lancé, nous avons soumissionné et obtenu un financement à travers les activités choisies et priorisées par ce groupe qui a été mis en place. Et donc, les activités phares consistaient à faire une analyse de gap rapide dans les formations sanitaires pour pouvoir apporter des réponses, élaborer un guide de mentorat et former les prestataires pour pouvoir offrir les services intégrés de VIH et de planification familiale. Nous avons eu vraiment des résultats très prononcés. Des campagnes ont été effectuées sur le terrain et on a fait aussi, en plus de services de VIH et de planification familiale, les services de santé maternelle, dont le dépistage des lésions précancéreuses avec la prise en charge, bien sûr. Beaucoup de femmes séropositives, 321, plus précisément durant 2019, ont bénéficié des services de santé de reproduction et de planification familiale. Et beaucoup sont pris en charge autour de 2100 par rapport aux différents dépistages et à la prise en charge. Qu'est-ce que cela a apporté vraiment en termes d'implication? En offrant les services de santé de reproduction intégrés au VIH, on constate qu'il y a eu une amélioration du circuit de clients, assurant donc plus de confidentialité, la réduction avérée des frais liés au renforcement des capacités, bien sûr, par le système de mentorat, qui est une innovation que le projet a utilisée. Il y a la réduction du temps d'attente des clients. Il y a la convivialité renforcée entre les prestataires de VIH et de santé de reproduction, bien sûr. Et aussi le renforcement des capacités, c'est-à-dire les différents plateaux techniques sont renforcés dans les différentes salles de consultation, permettant d'offrir les deux services en même temps, c'est-à-dire le VIH et la planification familiale. Et en termes de perspective, nous pensons à l'extension du programme d'offre de services intégrés de SRPF et du VIH. Aussi, le renforcement des interventions à base communautaire, bien sûr, c'est-à-dire que l'offre de services intégrés de SRPF, VIH et SRPF et du VIH soit apportée dans la communauté pour que vraiment les populations plus reculées puissent en bénéficier. Aussi, l'implication des hommes dans la santé de reproduction aiderait beaucoup plus à satisfaire nos différentes populations en matière de services intégrés VIH et SRPF. Je vous remercie. Il y a plein de choses passionnantes dans ce que vous avez dit. Il y en a une qui me paraît très importante et que je n'ai pas vue, qu'on n'a pas vue encore jusqu'à présent, c'est la place des hommes. Je reconnais que nous parlons que nous sommes beaucoup focalisés jusqu'à présent, notamment sur la santé sexuelle et reproductive des femmes, et c'est normal, sur leur autonomisation, on pourra en parler un peu plus. Mais quelle est la place des hommes, en fait, dans ce dispositif? Les hommes ont une très grande place. Parallèlement à la mise en œuvre de ce projet sur le terrain, l'ATBF a bénéficié aussi d'un projet d'envergure nationale concernant l'implication des hommes dans la santé de reproduction. Et donc, les clubs des hommes et des jeunes garçons sont créés et nous avons recruté des agents de suivi qui assurent les différentes animations en termes de causerie, en termes de formation sur le terrain. Et ces différents clubs travaillent du genre pair à pair pour informer et sensibiliser leurs pairs sur le terrain. Et aussi, nous avons mis en place le club des hommes, c'est-à-dire des mariés, et qui fait un bon travail sur le terrain en termes de sensibilisation, en termes de partage d'expériences, en termes de règlement des conflits d'ailleurs sur les thématiques du genre et violence qui se passent dans les différentes familles, parce qu'ils ont été déjà formés par l'ATBF. Donc, dans la communauté, ils assurent le relais et
sensibilisent et forment les jeunes pour éviter et diminuer tout ce qui est violence sexuelle, tout ce qui est violence basée sur le genre, et sensibiliser surtout pour que les différentes familles puissent librement prendre la décision d'adopter une méthode contraceptive et aussi aller faire le test de VIH/SIDA. Alors, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que les hommes sont les meilleurs vecteurs quand même? Parce que est-ce que d'abord ils ont les mêmes tabous que toute la population, que les femmes en particulier? Est-ce que ce sont vraiment les meilleurs vecteurs pour parler de sexualité quand on sait que les femmes sont souvent d'abord les victimes de violences, vous l'avez dit, hein, dans le monde entier, on sait qu'une femme sur 3 est victime de violences au sein de son foyer, et d'autre part, donc de son compagnon, de son mari, de sa famille, et d'autre part, est-ce que ce sont vraiment les meilleurs vecteurs? Est-ce que c'est une bonne idée en fait? Qu'est-ce qu'ils apportent? Bien, ouais, d'accord. Il y a eu des études, hein, il y a eu des études dans ce domaine liées aux différents blocus. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à accéder aux méthodes contraceptives, ou pourquoi les femmes ne peuvent pas prendre la décision de façon libre d'aller vers les formations sanitaires. Et les réponses sont claires. C'est les hommes qui sont les chefs de famille. Écoutez, nous sommes en Afrique, nous avons nos coutumes, nos us et coutumes. Les hommes sont les chefs de famille. C'est les hommes qui décident, qui donnent de l'argent pour aller dans les formations sanitaires. Et donc, si nous passons par les hommes et que les hommes comprennent l'importance d'aller, de laisser la famille ou de supporter la famille à aller vers les soins, nous pensons que nous avons fait un grand travail en touchant un point qui pouvait être des obstacles à l'accès aux soins de santé. Et donc, nous avons utilisé ce canal en touchant les hommes, en touchant les jeunes qui, dans leur action, posent en premier lieu le désir sexuel, qui posent en premier lieu le désir vers la femme. On se demande, si nous les laissons de côté, nous continuons à parler aux femmes, il y aura toujours le blocus, mais nous allons aller vers les hommes. Et les hommes vont aider à ce que leurs conjointes puissent comprendre, aider à ce que leurs conjoints puissent accéder aux soins. Et voilà pourquoi nous avons un programme spécifique, intégration des hommes dans la santé de la reproduction au Togo. Parfait, ça me semble bien. J'ai une question de Inès Alognon, donc de Racine Bénin, à votre adresse. Quels sont les services offerts par l'ATBEF de façon spécifique aux femmes et aux adolescents en SSR, c'est-à-dire en santé sexuelle et reproductive? Quels sont les services offerts? Le service spécifique de l'ATBEF, c'est les services de planification familiale. Et disons donc les autres services de santé de reproduction, tout ce qui est lié à la santé maternelle et infantile, de la grossesse au CPN, aux consultations prénatales et postnatales, aux vaccinations. Nous offrons tous ces services à la population, aux jeunes filles et aux jeunes dames et aux hommes, bien sûr. Et si nous prenons spécifiquement le côté jeune, nous avons développé des applications appelées Info Ado Jeunes qui permettent surtout en ce temps de Covid d'accéder à nos services et à la téléconsultation et même à des prescriptions à distance. Et donc, nous accordons une importance capitale surtout à l'offre de services des jeunes et adolescents, à travers ces différentes applications et aussi à travers la mise en place des centres de jeunes au Togo, à Lomé 1 et à l'intérieur du pays 1. Alors, j'ai une question aussi de Ngunjwen Pasma Rosalie qui me demande, et d'ailleurs, je vais posé la même question, comment, d'une certaine façon, avez-vous réussi à faire travailler ensemble des associations dont vous disiez vous-même qu'elles travaillaient séparément, et surtout, quelles ont été les résistances? Je pense à des associations donc, qui s'occupaient spécifiquement de la sexualité féminine et des associations d'aide aux victimes du sida. Donc, comment les faire travailler et surtout, quelles ont été leurs résistances? Le projet que je viens de partager avec vous, les succès du projet que je viens de partager avec vous, a pris en compte en son premier objectif la mise en place d'une coordination. Et donc, on a fait un effort pour créer un cadre d'échange entre les deux différents programmes, avec bien sûr l'appui du ministère de la Santé, parce que
Sans cela, on ne pouvait pas avancer. Donc, nous sommes basés sur le ministère de la Santé, déjà le ministre lui-même, qui s'est beaucoup impliqué dans le projet, le secrétaire général du ministère de la Santé qui s'est investi, et les deux chefs de département, le programme national de lutte contre le VIH-Sida, le coordonnateur de ce programme et le directeur de la division de la santé de la mère et de l'enfant, ensemble, ont été impliqués dans l'élaboration de ce projet dès le départ. Et dans le pays, nous avons fait appel aussi au CCM et à l'unité de gestion, des projets du Fonds mondial, dès le départ, qui ont participé vraiment à identifier les actions communes, les actions qui nous permettront d'aller vers un service intégré. Et donc, ça a été très facile pour nous de continuer d'impliquer les autres organisations de la société civile pour pouvoir arriver à nos fins. Alors, j'ai une dernière question à vous poser qui vient d'Elsa Mangui, alors qui est une question à rallonge, hein, avec plein de questions dans les questions. Je retiens simplement, dans l'ensemble des prestations de services que vous proposez, y a-t-il des choses très spécifiques comme des examens gynécologiques? Est-ce que vous faites des propositions de contraception? Et surtout, quand vous faites des propositions de contraception, si vous en faites, quel type de contraceptif? Est-ce que vous les délivrez sur place? On a besoin de réponses un peu concrètes. Parlons de contraception, par exemple. Vous parlez en même temps, vous parlez de sida d'un côté, vous parlez de santé sexuelle et reproductive. Est-ce que vous proposez des solutions de contraception? Nous offrons les services de vasectomie, donc à l'endroit des hommes, spécifiquement à l'endroit des hommes. Nous offrons les services contraceptifs à longue durée d'action et à courte durée d'action. Donc, à longue durée d'action, nous offrons les services par rapport au dispositif intra-utérin, qui est le DIU. Nous offrons les implants. Nous offrons aussi donc la vasectomie qui s'ajoute pour que ça constitue les services contraceptifs à longue durée d'action. Maintenant, à courte durée d'action, nous avons les pilules, que nous offrons concrètement et directement sur place en stratégie avancée comme fixe, et en stratégie mobile aussi. Et en plus des pilules, il y a aussi des injectables, le Sahana Press, qui est aujourd'hui en train d'être mis à disposition de toute la population et surtout juvénile. Et nous sommes même en train d'aller au jour d'aujourd'hui à l'auto-injection pour qu'il y ait une autonomisation des jeunes filles, surtout, et des jeunes dames, bien sûr. Et nous distribuons, bien sûr, le préservatif qui joue ces deux rôles contre les grossesses indésirées et précoces et contre le VIH-Sida. Merci beaucoup, Kofi. Monsieur, merci beaucoup de votre intervention et de vos réponses précises. Je suis désolé, j'ai choisi un petit peu comme ça de sélectionner des questions. Je sais que Pasma Rosalie, Elsa Mangui doit être un tout petit peu frustrée, mais c'est vrai que sa question était très longue et concernait tous les aspects d'une approche globale de la sexualité et de la prévention auprès des femmes. Je voudrais passer maintenant la parole à Charlène Césestre, responsable plaidoyer familial au sein du Planning Familial France. Charlène, vous êtes là? Oui, je suis là. Très bien, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Dieu sait que c'est difficile pour moi de ne pas parler, mais là, je vous laisse la parole. Merci pour cette invitation. Peut-être pour préciser un peu le cadre de mon intervention, donc c'est vraiment pour parler de l'importance de la nécessité de faire du plaidoyer intégré DSSR et lutte contre le VIH. Peut-être pour vous présenter rapidement notre structure, s'il y a besoin. Le planning familial, c'est un mouvement féministe d'éducation populaire qui travaille à l'accès à la planification familiale et à la promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive des femmes, des filles et des populations vulnérabilisées. L'organisation milite aussi contre les violences et les discriminations liées au genre. Et l'association se définit comme un acteur de solidarité internationale qui fonde son action sur une vision universaliste des droits fondamentaux des personnes. Et donc, pour que vous sachiez un peu, nous, dans les années 2000, face à la féminisation de l'épidémie de sida, le planning a commencé à s'attacher à
visibiliser les facteurs spécifiques de vulnérabilité des femmes et des filles face au VIH-Sida. Parce que comme vous l'avez dit en introduction, en fait, les femmes représentent plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le monde. En Afrique saharienne, ce sont essentiellement les jeunes femmes et adolescentes de 15 à 24 ans qui sont particulièrement affectées et qui représentent en fait les nouvelles contaminations. Et donc, en fait, c'est intéressant de savoir que cette vulnérabilité-là au VIH, elle s'explique en grande partie par la juxtaposition des rapports sociaux de domination dont elles sont victimes et par le non-respect de leurs droits humains les plus fondamentaux. Et en fait, ces discriminations vont venir entraver leur accès effectif aux services de prévention, de dépistage et de traitement. Et donc, pour nous, la lutte contre le VIH et donc, a fortiori, contre la féminisation de l'épidémie, doit nécessairement passer par une approche globale en santé sexuelle, mais qui intègre les enjeux de lutte contre les inégalités liées au genre et de promotion de DSSR. Et donc, si la pertinence de cette approche en santé globale, elle a été démontrée par beaucoup d'acteurs et d'actrices internationaux et que l'Assemblée générale des Nations unies, en 2001, par exemple, s'était engagée en ce sens, on constate qu'aujourd'hui, les réponses construites par les politiques de santé, elles peinent aujourd'hui à intégrer pleinement ces dimensions. De plus, il n'existe pas concrètement en fait, des normes internationales ou en tout cas des conventions spécifiques sur la question du VIH, mais en revanche, il y a un certain nombre de textes et de déclarations internationaux relatifs aux droits humains qui ont été interprétés comme ayant des effets significatifs sur la santé et sur l'efficacité de la riposte au VIH. Et donc, ces textes, en fait, ils sont intéressants parce qu'ils vont pouvoir nous servir, nous, en tant qu'activistes de terrain, ils vont pouvoir nous servir de fondement juridique et de base à nos revendications politiques. Et donc, en gros, les textes qu'on va avoir, ça va être des textes qui vont reconnaître le droit à la santé, par exemple, qu'on va retrouver dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On va avoir la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et puis, ça sera aussi, par exemple, le droit à la santé, il figure en tant qu'objectif de développement durable. Mais il y a d'autres droits aussi qui vont pouvoir rentrer en compte. Ça va être le droit à la discrimination, qu'on va retrouver dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on va retrouver dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y aura aussi les enjeux liés aux droits des femmes. Donc, ça va être l'objectif de développement durable en faveur de l'autonomisation des femmes. Ça va être la conférence de Caire et de Pékin qui va donner lieu à la reconnaissance progressive aux femmes à disposer de leur corps et de leurs droits sexuels et reproductifs. Et dans ces conférences, d'ailleurs, il y a un lien qui a clairement été établi entre l'émancipation des femmes, la santé et le développement durable des sociétés. Et donc, en fait, tous ces textes-là, ils vont pouvoir constituer pour nous un arsenal législatif utile à nos prétentions. Bien évidemment, en tant qu'expérience, en tant qu'assaut de terrain, on sait très bien que les déclarations internationales, elles ont peu de chances de se concrétiser, en fait, sans une mobilisation concrète des acteurs de terrain. Et ça va être là, en fait, tout le rôle et tout l'enjeu pour nos organisations de terrain de faire du plaidoyer, parce que ça permettra, en fait, d'assurer un suivi des engagements pris par nos gouvernements dans ces textes internationaux. Donc, on va pouvoir en exiger la mise en œuvre si ça n'est pas le cas. Le plaidoyer va constituer aussi à mener des actions d'influence dans le cadre des instances nationales, régionales, mais aussi multilatérales spécifiques de lutte contre le VIH. Donc, ça va être l'ONU-SIDA, OMS, Fonds mondial. Mais il va s'agir aussi de mener des actions de sensibilisation à l'égard des décideurs politiques, parce que le but, vraiment, à travers ça, c'est d'améliorer, en fait, l'environnement juridique, politique et social pour pouvoir garantir, in fine, un meilleur accès aux populations et aux femmes des services de prévention, des services de soins. Et donc, le plaidoyer, par exemple, il va pouvoir servir à contribuer à améliorer les politiques publiques nationales en santé, ou alors les politiques publiques relatives à l'éducation, au système de protection sociale. En fait, toutes les politiques publiques qui vont finalement impacter de près ou de loin la lutte contre le VIH. Et puis, c'est aussi faire un plaidoyer sur la question du financement, parce que les financements représentent quand même aussi un enjeu essentiel dans la lutte contre le VIH. Donc, ça va être à peu près toute l'utilité du plaidoyer. Peut-être dernier petit point avant ma conclusion aussi, pour dire que le plaidoyer, il peut constituer aussi le développement de partenariats
avec différents acteurs de terrain qui vont agir en fait plus ou moins sur nos mêmes, sur les mêmes enjeux. Par exemple, ça va être des accords avec des associations de santé, des associations de lutte contre le VIH, des associations des droits humains. Et donc, créer ces partenariats-là vont nous permettre d'avoir une approche plus concrète, plus pertinente sur nos enjeux, mais aussi de pouvoir créer un plus grand rapport de force face au gouvernement, aux différents gouvernements sous nos enjeux. Pour terminer, peut-être, je voudrais juste dire que pour nous, en tout cas, au planning, c'est important que ce soit les associations locales et les associations communautaires qui ont en fait une grande expérience du terrain, qui travaillent avec et à destination des populations vulnérables et des femmes. Donc, ce sont ces associations-là qui sont aux premières loges pour apprécier l'impact des politiques et donc qui peuvent donner l'alerte et orienter les politiques publiques dans le bon sens. Et non seulement ces associations, elles bénéficient d'une légitimité pour le faire, mais en plus, elles sont les plus à même, du coup, à orienter les politiques publiques sur les besoins réels des populations et sur les enjeux et les leviers d'action identifiés par elles. Pardon, j'ai peut-être été un peu rapide, beaucoup de choses à dire. Vous avez été parfaite. Plein de choses dans ce que vous avez dit. Je voudrais juste, pour ma part, que vous reveniez sur une chose qui m'a beaucoup frappé, qui est le fait que le planning familial a une vision universaliste de la santé des femmes et de votre mission. Qu'est-ce que c'est que ça, une vision universaliste? Et surtout, comment vous la définiriez? Au planning familial, on parle de mission universaliste des droits humains fondamentaux, c'est-à-dire que pour nous, il y a un peu des droits inaliénables et sur lesquels personne ne peut contrevenir et qui doivent être accessibles absolument à tout le monde et partout. En fait. Et donc, par exemple, le droit à la santé, le droit des femmes à disposer de leur corps font partie en fait des droits finalement intrinsèques aux personnes et aux individus et que rien ne devrait intervenir dans ces droits, quoi. Je comprends très bien, mais alors comment est-ce que vous évitez, on va continuer la discussion, c'est peut-être une question un peu provocante que vous avez, il peut y avoir des soupçons de néocolonialisme, on peut vous dire, ah mais non, mais pas du tout, ce sont des droits occidentaux, ce sont des choses, les droits de l'homme, ça a été défini en France, quelque part ailleurs, quels arguments vous opposez à ceux qui vous disent, ça c'est des histoires de blancs, ça? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux et réponses à cette question. Déjà, tout d'abord, par exemple, et ce n'est pas pour rien que je l'ai cité, les droits humains fondamentaux, donc il y a des textes internationaux auxquels notamment les États africains sont partis, mais il y a également des textes régionaux. Et typiquement, il y a la charte des droits des peuples africains, par exemple, qui ont aussi en fait consacré les droits à la santé et les droits des femmes. Sur la question des DSSR, par exemple, le protocole de Maputo, c'est aussi un accord régional des États africains qui reconnaissent et qui consacrent également ces droits. Et donc, ça veut dire que ces droits, ils ont été communément admis, là où je pense que le risque de ce qu'on parle de vision un peu néocoloniale, pour nous, ça va être plutôt dans la question, elle va se poser dans qui fait ce plaidoyer-là et auprès de qui. Nous sommes une association française, nous avons des actions de solidarité et de soutien avec des associations féministes du Sud, mais pour nous, elles sont plus légitimes et pertinentes parce qu'elles connaissent la réalité de leur terrain, etc., à porter elles-mêmes leur plaidoyer auprès de leurs propres décideurs politiques. Nous, on va intervenir, par exemple, uniquement sur l'aspect diplomatique de la France, par exemple, pour qu'elle renforce sa position et le financement aux associations féministes de terrain qui vont œuvrer en faveur des droits humains. On va soutenir les associations féministes locales à structurer et développer leur plaidoyer, mais on n'aura pas une position directe avec les gouvernements des pays membres, parce que ce n'est pas tout à fait notre position, notre rôle dans la lutte. Ok, parfait. Juste autre petite question sur le terme plaidoyer. Un plaidoyer, ça se fait, on plaidoie quand on est dans une cour, devant un tribunal, dans un procès. Pourquoi ce terme? Pourquoi pas tout simplement des termes peut-être plus... qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce qu'il y a autour de ce terme plaidoyer? Vous-même, vous êtes responsable du programme plaidoyer, donc est-ce que c'est une traduction de l'anglais? Est-ce que c'est simplement... Est-ce que vous avez, au contraire, voulu mettre beaucoup de choses du type de la plaidoirie dans ce terme?
Alors, je suis pas l'experte nécessairement dans l'étymologie du mot plaidoyer, mais je sais que, par exemple, en France, on utilise beaucoup le terme plaidoyer à défaut du terme de lobbying, parce que vraiment, l'objectif, c'est de faire de l'influence, mais dans une optique d'intérêt général, d'intérêt public, et pas, c'est pas, comment dire, c'est pas du lobbying pour des intérêts privés propres, etc., etc. Donc, la notion de plaidoyer, c'est ça qu'elle recouvre. Et donc, vraiment, ce travail d'influence, mais d'influence aussi en accord avec les accords internationaux, les textes juridiques qui vont constituer les socles sur lesquels on va pouvoir dire aux États, voilà, vous vous êtes engagés à ça, maintenant concrètement, qu'est-ce que vous faites pour le mettre en œuvre, comment rendre applicables les engagements que vous avez pris, ou alors quels devraient être les meilleurs engagements à prendre pour que les populations puissent effectivement jouir de leurs droits et avoir accès aux soins. D'accord. J'ai une petite question. Vous avez abordé beaucoup de thèmes sur la santé des femmes, qui est passionnant. Il y en a un que vous n'avez pas abordé, c'est l'éducation des femmes. Je vous parle de ça parce que je viens d'une époque où on disait une jeune femme éduquée, la première chose qu'elle fait, c'est contrôler sa naissance et lire une notice de boîte de pilules ou de contraceptifs. L'éducation des femmes est extrêmement importante et la progression en Afrique notamment de l'awareness, c'est-à-dire de la connaissance des femmes, de leur propre sexualité, vient aussi de cet effort incommensurable, important qui a été fait en Afrique sur l'éducation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'éducation des femmes, le planning familial? Tout à fait. Pour nous, quand on parle de DSSR, de droit et de santé sexuelle et reproductive, en fait, ça comprend le droit à l'accès à la planification familiale, le droit à l'avortement, mais ça comprend aussi l'accès à l'éducation complète à la sexualité. Ça fait partie du socle, en fait, pour que les personnes puissent être en mesure de prendre des décisions pour leur sexualité, leur corps et leur avenir. En fait, il faut qu'elles aient eu accès à l'information. Et pour avoir accès à l'information, les cours, par exemple, d'éducation, les formations d'éducation complète à la sexualité sont pour nous, en tout cas, un outil des plus pertinents et des plus indispensables pour le faire. Et beaucoup d'États se sont engagés notamment à promouvoir l'éducation à la sexualité. Cette année, là, par exemple, il y aura une conférence internationale sur les droits des femmes qui s'appelle Beijing +25, qui a pour but de faire progresser les droits des femmes, leur santé et les DSSR. Et il y aura dans la coalition, dans une rencontre intergouvernementale, les États vont prendre des engagements pour promouvoir l'éducation complète à la sexualité dans leur pays. Alors, je vais vous poser une question qui vous n'était pas destinée, mais qui était destinée un petit peu à tout le monde, qui est une éducation sur les travailleuses une question posée par Nguyen Pasma Rosali sur les travailleuses du sexe, qui est un peu la question et les hommes dans tout ça. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un angle mort du planning familial, la question des hommes, et en l'occurrence vis-à-vis des questions du sexe, des travailleuses du sexe, le problème, c'est moins elles qui sont éminemment éduquées à la sexualité que la question de l'implication des clients, c'est-à-dire des hommes. Donc, comment est-ce que le planning familial réintroduit ou introduit, ou pas du tout d'ailleurs, peut-être que c'est tout est une stratégie, les hommes, et en l'occurrence sur la question spécifique des travailleuses du sexe, les clients. D'accord. Nous, notre association, elle est essentiellement basée sur le soutien et le renforcement auprès des femmes, auprès des jeunes et notamment des jeunes garçons. Sur la question des travailleuses du sexe, par exemple, ça va être des personnes auprès desquelles on va dispenser des soins, qu'on va pouvoir accueillir dans nos établissements, mais on ne fait pas nécessairement de l'accompagnement des hommes, soit des hommes qui ont été reconnus comme des agresseurs, par exemple, soit en tant que clients. En revanche, on reconnaît la pertinence qu'il y ait des associations et des structures qui fassent ce travail d'accompagnement, de sensibilisation et de déconstruction de ce rapport à la violence, etc., des hommes. Nous, le travail vraiment, je pense qu'on va avoir, ça va être, avec les hommes, ça va être vraiment dans le volet cours d'éducation complète à la sexualité. On fait de la formation aussi auprès des professionnels de santé, où il y a notamment des hommes, mais c'est pas tout à fait la même angle. Mais le planning, par contre, a souscrit à ce qu'on appelle l'approche de réduction des risques sur la question de la prostitution. Et pour nous, on considère que certaines lois, particulièrement répressives, peuvent éloigner davantage les populations des systèmes de santé. Et donc, du coup, il y a tout un questionnement sur est-ce que les lois qui criminalisent la prostitution ou l'achat de faveurs sexuelles
n'éloigne pas finalement les femmes qui se prostituent des services de santé parce qu'elles sont davantage stigmatisées, vulnérabilisées, etc. etc. C'est effectivement une vaste question. Écoutez, merci beaucoup, hein, Charlène, d'avoir, Céleste, donc du planning familial en France, d'avoir répondu à mes questions. Je pense que vous avez été très clair et c'est l'avantage du planning familial. C'est une très ancienne et très belle association qui fait un travail absolument remarquable et on voit son importance. Pour le suivre aux États-Unis, je peux vous dire que vous avez un sacré courage. Alors, on avait normalement 30 minutes d'entretien entre les uns et les autres hein, pour essayer de discuter, de se poser des questions. Il reste 15 minutes, donc je vais vous laisser vous poser des questions les uns aux autres. Allez-y, c'est le moment d'échange mutuel. Vous pouvez tous allumer votre micro, ou en tout cas, une partie d'entre vous peut poser des questions. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Une question. Ma question est adressée à Charnel. Concernant l'éducation sexuelle complète, mon association, depuis 2011, a travaillé sur cette thématique au Togo. C'est vrai que nous avons rencontré des difficultés pour la mise en échelle de l'éducation sexuelle complète. Et comment vous vous en sortez, vous, avec les activités ou les différentes formations dont vous venez de parler? Comment ça se passe? Les gens l'acceptent, les gouvernements l'acceptent directement, les associations l'adoptent directement ou quoi? Merci. Pour répondre peut-être très brièvement, effectivement, l'éducation complète à la sexualité, bon, il faut savoir qu'en France, ça fait partie de… Il y a une ordonnance qui prévoit que les cours d'éducation à la sexualité doivent être dispensés minimum 3 fois par an, à tout niveau d'âge pour les enfants à partir d'un certain âge, avec des contenus adaptés à l'âge. Sauf que le problème qu'on va essentiellement rencontrer pour nous, ce ne sera pas le cadre législatif, ce sera la mise en œuvre en fait, de l'éducation complète à la sexualité en France. Parce que les établissements, donc c'est pas mal laissé en fait, à la discrétion des directeurs d'établissement, qui n'ont pas toujours les moyens de faire intervenir des associations pour le faire, ou dont les professeurs ne se sentent pas nécessairement à l'aise pour dispenser les cours. Et puis, ça va être aussi la question, par exemple, effectivement, des parents qui vont être en opposition parce que pour eux, oh là là, on va apprendre à leurs enfants de mauvaises choses. Et du coup, le planning, par exemple, on a développé pas mal d'outils, à la fois à destination des parents, à la fois à destination des professeurs et des enfants pour expliquer ce que c'est que les cours d'éducation à la sexualité, pourquoi c'est intéressant et pertinent pour eux. Parce que, par exemple, si vous expliquez que les cours d'éducation à la sexualité, c'est un moyen de prévenir les violences, parce que vous posez les questions de consentement, vous posez les questions de limites du corps, etc., tout de suite, ça a une autre… comment dire ? Les parents, par exemple, vont comprendre la pertinence de cet outil. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de… Nous, on appelle ça des backlash, mais il y a beaucoup d'attaques en interne en France, j'entends, contre ça, notamment par certains intégrismes culturels, etc., et religieux. Et que nous, l'objectif, c'est vraiment de dire, attendez, nous, on veut juste donner des outils à vos enfants, bien évidemment en prenant en considération l'âge, pour qu'ils puissent être en mesure de se protéger, etc., etc. Mais du coup, ce n'est pas le gouvernement notre plus grand, je pense, bien qu'on a encore beaucoup de marge, je pense, de progression sur la question. Mais… Alors, je prends l'occasion parce que j'ai eu l'impression de faire un sort à la question de Nguyen Pasma Rosalie. C'est une question qui s'adressait en fait effectivement à vous, Kofi, qui allait très loin, qui parlait donc Pasma Rosalie représente une association qui s'appelle Horizon Femmes et qui dit qu'ils ont utilisé aussi la même stratégie que vous, hein, c'est à savoir s'adresser aux hommes pour pouvoir atteindre les femmes, ou en tout cas laisser les femmes pour pouvoir atteindre plus facilement les femmes. Et cette question sur les travailleurs du sexe, vous était destinée. Donc, j'aimerais que vous réagissiez sur cette question de comment fait-on pour impliquer les hommes dans cette approche de santé publique concernant les travailleurs du sexe. C'est vrai que nous n'avons pas développé, nous n'avons pas orienté notre approche ou notre innovation d'implication des hommes vers les travailleuses de sexe. Mais de façon générale, de
de façon générale, je continue à dire que par rapport à nos us et coutumes, les hommes ont tendance en Afrique de l'Ouest ou au Togo, je sais au Togo, Bénin, au Ghana, j'ai déjà fait ces pays, les hommes ont tendance à gérer la famille comme un truc privé à eux seulement. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas souvent avec les femmes. Et pour la plupart du temps, ils n'écoutent pas la femme, ils décident, ils avancent, ils décident, ils font respecter. Et donc, nous nous sommes dit de toute façon, en attendant que les hommes, qu'on arrive à amener les hommes vers une égalité en termes de genre et la prise en compte des décisions de la femme aussi, il va falloir qu'on l'informe, qu'on le forme, afin qu'il soit autonome en termes de connaissances et qu'il puisse maintenant, à partir de ses agissements, aller vers les femmes tout autour de lui ou tolérer les femmes tout autour de lui ou accepter de supporter les femmes pour l'accès aux soins de santé. C'est ça. D'accord. J'ai une autre question, si vous le permettez. Hein. Je suis désolé, je suis curieux par nature, c'est mon métier quasiment. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais là, je l'adresse un petit peu à tout le monde. L'époque qu'on vit est une époque des réseaux sociaux. Vous l'avez dit d'ailleurs dans plusieurs de vos réponses, les jeunes dans les villes du monde entier ont cette particularité d'avoir en commun les réseaux sociaux. Donc il y a d'abord une question que j'ai vue apparaître, c'est est-ce que tout le monde est égaux en Afrique devant l'accès aux réseaux sociaux ou tout simplement aux portables de type Android? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'au fond, est-ce que ce problème-là est réglé? Vous allez me répondre, hein, c'est une question pratique. Et deuxièmement, comment on fait quand une association qui a 30, 40, 45 ans d'âge, qui est souvent dirigée par des hommes d'un certain âge ou des femmes d'un certain âge, pour s'adapter à cette nouvelle donnée qui est passionnante, parce que pour le coup, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de toucher directement les plus jeunes et les publics auxquels on avait peut-être avant plus de mal. Et puis, troisième petite question, est-ce que dans les zones rurales, il y a aussi cet accès aux réseaux sociaux? Donc voilà, peut-être demander, pas Kofi, peut-être demander à l'un d'entre vous de répondre à cette question sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse. C'est vrai qu'à la TBF, ça fait 45 ans d'âge d'existence, mais nous n'avons pas aussi, nos premiers responsables ne sont pratiquement pas des hommes. La présidente nationale est une femme. La directrice régionale basée à Nairobi est une femme. La directrice exécutive de l'ATBF au Togo, ici, c'est une dame, très jeune, beaucoup jeune plus que moi d'ailleurs. Et donc, les membres du conseil d'administration, il y a plus de femmes que d'hommes. Et puis, je crois qu'il s'agit de se conformer un peu à la vitesse de l'émancipation, du développement. Et donc, nous avions d'ailleurs adopté les réunions, par exemple, des réunions par Zoom ou par sur Gmail, bien avant d'ailleurs que la COVID ne sévisse. Donc, je crois que on évolue avec le temps de toutes les façons. Et aussi, nous avions développé juste avant la COVID notre application InfoAdo Jeunes pour permettre aux jeunes qui sont un peu loin, mais qui ont accès aux Android, de pouvoir accéder à nos services. Mais quand je reviens à la question de est-ce que tout le monde a accès aux Android, au téléphone portable pour pouvoir l'utiliser par rapport aux réseaux sociaux, non, mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, même des jeunes dans l'informel, utilisent les téléphones portables et communiquent à travers le WhatsApp, le Facebook et autres. Nous sommes arrivés même à faire des actions à l'endroit des jeunes non scolarisés en langue, mais à travers toujours les réseaux sociaux, ça marche. Ok, bah génial. La question, je vais la poser à une jeune femme aussi. Charlène, est-ce que ça a changé vos méthodes d'approche? Est-ce que ça a changé est-ce que les réseaux sociaux ont un peu changé votre méthode de militer, d'aborder les plus jeunes ou d'aborder les problématiques sur le terrain?
Éminemment, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'atteindre particulièrement des publics jeunes, c'est la présence sur les réseaux sociaux, c'est le développement d'applis, c'est le développement de chat rooms où en fait, ça va être des jeunes qui vont pouvoir parler avec des jeunes et qui vont pouvoir faire du partage d'expérience et d'expertise, j'ai envie de dire, entre jeunes et du coup, avec moins cette peur d'être jugé, etc. Oui, Donc, clairement, c'est un réel avantage. En plus, il y a des applications qui ont été développées, qui fonctionnent hors ligne, par exemple, et donc qui permet aux jeunes d'avoir, une fois qu'ils ont téléchargé l'application, qui peuvent quand même avoir accès à un minimum d'informations sur la planification familiale, sur les sexualités, etc., etc. Nous, je sais qu'au planning, on a développé, par exemple, dans une de nos fédérations, un site et une appli qui s'appelle Ton plan à toi, qui est destiné aux jeunes et où justement, qui va utiliser finalement des codes pour que ce soit plus facilement appréhendé et accessible aux jeunes. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que la question des nouvelles technologies, donc non seulement elle est prenante et elle est indispensable pour le plaidoyer, pour la sensibilisation du grand public et particulièrement des jeunes, mais c'est aussi que c'est le nouveau phénomène qu'on va avoir aussi sur les enjeux de cyberharcèlement. Enfin, c'est encore une autre thématique, je pense qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais qui nécessairement impacte aussi le contenu du plaidoyer, car c'est aussi comment protéger les jeunes filles, etc., pas que les jeunes filles d'ailleurs, mais c'est aussi les jeunes garçons, sur la question du harcèlement, et notamment harcèlement sexuel en ligne, etc. Ok, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir été aussi vif dans vos réponses. Il est temps maintenant de conclure et donc je vais donner la parole à Christine Mauget, qui est coprésidente de la Fédération de Nouvelle-Aquitaine. Christine, le vieux mâle blanc de plus de 50 ans va vous laisser la parole. Ben merci à tous nos intervenantes, intervenants qui ont vraiment éclairé et mis en évidence la nécessité de développer cette approche globale en santé sexuelle et reproductive. C'est vrai qu'au niveau du planning, dans les années 2000, on a développé un premier programme qui s'appuyait sur cette démarche et je suis assez heureuse aujourd'hui de voir qu'effectivement, celle-ci se met en place progressivement et qu'elle permet de répondre aux besoins des personnes concernées, quel que soit leur statut et quel que soit leur besoin en matière de santé sexuelle, entre autres, de façon globale et intégrée. Et donc, une dynamique forte quand même, on voit, dans les associations qui travaillent plus sur l'APF, dans le cœur de métier, plus la planification familiale, qui ont intégré au fil de l'eau la lutte contre le VIH dans le cadre, pour répondre à des besoins, entre autres, des personnes qu'elles accueillaient dans leur structure au travers de la PME ou ou les associations aussi plus de lutte contre le VIH qui, elles, ont intégré au fil de l'eau aussi cette démarche devant les besoins émergents des jeunes, entre autres. On a eu l'exemple du programme Grandir qui a mis en évidence ce besoin aussi, ces enfants qui grandissent, qui sont confrontés à leurs envies, à leurs désirs, à leurs amours et qui effectivement ont besoin d'un accompagnement bien plus large que celui seulement dans le cadre de la lutte contre le VIH, mais autour de ces questions de fécondité qui les touchent aussi. Et donc, et on voit bien tout l'intérêt de créer une dynamique positive autour de cette approche globale pour répondre à ces besoins, pour permettre un meilleur suivi gynécologique, pour permettre une lutte contre les violences, pour permettre aussi des espaces de confidentialité dédiés autour des questions de sexualité de façon un peu plus précise et permettre aussi d'intégrer aussi peut-être la question dans les couples de cette gestion de la fécondité et de pouvoir en débattre au sein du couple, de créer une dynamique un peu plus égalitaire peut-être autour de cet échange. Et aussi, on a vu aussi l'importance de développer tout ce qui est éducation à la sexualité, parce que l'éducation à la sexualité, c'est pouvoir aussi choisir ces moyens-là, pouvoir choisir les moyens de la prévention. Et donc, moi, je suis assez fière de cette rencontre parce qu'elle ouvre plein de perspectives dont il va falloir se saisir. Elles vont contribuer aussi à développer, à renforcer un objectif de développement durable qui nous est cher, le numéro 3 en matière de santé. Donc, merci à tout le monde et au plaisir de vous retrouver dans une autre séquence pour un travail aussi fructueux, aussi intéressant sur ces questions-là. À bientôt. Merci Christine. Merci à tous d'avoir été présents pour ce moment. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie tous d'avoir été à la fois francs et d'avoir été particulièrement concrets.
Je remercie encore une fois Nina de nous avoir d'avoir introduit cet entretien, enfin ces rencontres. Inès qui a été parfaite et qui nous a un peu parlé de son expérience avec l'association Racine. Je remercie Kofi aussi de la TBEF au Togo, qui a su parler des hommes, c'est très bien aussi. Je remercie Charlène Cézeste du planning familial, une association pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et depuis longtemps, et on ne peut pas être commentateur de la vie des affaires internationales sans connaître le planning familial et sans les suivre avec beaucoup de passion. Je remercie Christine Mauger d'avoir conclu notre entretien, et je remercie aussi tous ceux de la plateforme ELSA d'avoir bien voulu organiser ces entretiens. Voilà, il ne nous reste plus qu'à nous revoir et à continuer ces échanges qui sont pour le coup vraiment passionnants sur des sujets qui, à mon avis, engagent l'humanité tout entière.